Bienvenue à Impact IA, un podcast où on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Bonjour tout le monde, bienvenue à Impact IA. Aujourd'hui, on est en direct de l'événement Impact IA, puis j'ai en ma compagnie deux personnes de Télé-Québec, qui est Marie-Claude Robichaud. Bienvenue. Bonjour. Puis j'ai avec moi aussi Sébastien Labbé. Bienvenue. Je ne sais pas si vous voulez commencer par vous présenter, me dire votre rôle puis qu'est-ce que vous faites chez Télé-Québec. Absolument. Marie-Claude Robichaud, vice-présidente stratégie, recherche et innovation à Télé-Québec. Donc, dans le domaine des médias, comme Sébastien, depuis plusieurs années. Un domaine, évidemment, qui évolue à travers le temps. Donc, je m'occupe de tout ce qui est toute la stratégie d'écosystème numérique, tous les projets entourant la recherche consommateur. Donc, voilà mon implication dans le projet dont on discutera aujourd'hui. Excellent. Sébastien? Donc, Sébastien Labbé, vice-président des technologies du numérique et des opérations chez Télé-Québec. Depuis plus de 30 ans dans le monde des médias. Moi, mon rôle, là, c'est vraiment la portion technologique de ce projet-là, la portion technologique, infrastructure, architecture de ce qui se passe chez Télé-Québec, autant du côté numérique, cybersécurité, que des infrastructures technologiques pour venir supporter ça, la donnée et puis tout ça. C'est vrai, fait que je vous ai invité aujourd'hui parce que je veux parler d'intelligence artificielle, bien évidemment, d'un projet particulier qu'on a fait avec vous chez Télé-Québec. Mais avant d'arriver là, est-ce que vous pouvez me parler de comment est arrivé le mandat chez Télé-Québec d'explorer l'IA? Oui, c'est intéressant. En fait, lors de mon évaluation de rendement de l'année passée, la présidente de Télé-Québec m'a donné le mandat ou l'objectif de créer une équipe de travail spécifiquement sur l'IA. L'idée, c'était d'avoir une équipe qui allait faire de la vigie de ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, qui allait faire rayonner ou évangéliser l'intelligence artificielle à l'intérieur de l'organisation, puis aussi de travailler puis de dévoiler des projets directs là, pour pouvoir commencer à faire des preuves de concept avec l'intelligence artificielle. C'est de cette équipe de travail-là qu'émanait cette idée-là de créer un épisode de Lotus et Calibre. Et ce qui était intéressant au-delà de ça, c'est de voir tous les impacts que ça peut avoir sur les corps de métier, comment les métiers vont se transformer, comment les artistes et les artisans vont avoir une juste rémunération, qu'est-ce qui est un droit d'auteur, qu'est-ce qui n'est pas des droits d'auteur. Donc, c'est un peu ce projet-là qui est parti, qui a pris forme à l'intérieur de ce projet-là. C'est suite à ça qu'on a élargi. On a dit qu'on avait besoin d'aide. On est allé vous rencontrer chez Vauban. Puis le projet a pris forme comme ça. C'est le départ, c'est de là que ça a commencé. Mais justement, étant donné que c'est un projet qui va aller impacter les gens créatifs chez Télé-Québec, puis pas juste chez Télé-Québec, avez-vous rencontré de la résistance au sein de vos équipes? Bien, en fait, un des apprentissages qu'on a fait, c'est qu'étonnamment, on n'a pas eu de résistance. Il y a eu des gens qui avaient des préoccupations. On les a vraiment adressées une par une, puis c'était des préoccupations qui étaient fondées sur qu'est-ce qui va m'arriver avec mon emploi, est-ce que vous voulez remplacer. Puis on a pris l'alignement qu'on allait être transparent, puis de jouer franc jeu avec au départ, nos employés, mais même mes collègues au niveau du comité de direction au départ, où il y avait beaucoup de questionnements au niveau du juridique. OK, mais légalement, c'est quoi? On n'a peut-être pas le droit de faire ça, on se met peut-être à risque sur quelque chose. Donc, c'est vraiment pas de la réticence, c'est vraiment des gens qui ont des questions, qui sont curieux, puis ils veulent juste comprendre. Puis une fois qu'ils comprennent, c'est ça qu'on voit, les gens avancent. Puis le projet, les questions qu'on se pose aujourd'hui là, par rapport à il y a un an, ça n'a rien à voir. Là. Ça a vraiment évolué. On n'est plus tant dans les préoccupations. Là, on a OK, mais comment on va le faire? On est vraiment plus en mode solution. Puis les gens veulent que ça fonctionne. Fait que la réticence, honnêtement, pas tant que ça. Fait qu'on est passé de la réticence à des préoccupations, finalement des solutions. Puis c'est un peu pour ça que, de la manière que je le comprends, qu'on est passé d'une preuve de concept, vous en parliez tantôt dans votre conférence, dans votre panel, qui était un projet un peu sous-marin à vraiment un projet éducatif. Comment, je l'explique un peu, mais comment vous expliquez la motivation? Bien, c'est pour faire un lien avec ce que Sébastien dit. Tu sais, il y avait beaucoup de préoccupations. Tu sais, là, on le dit simplement, là, mais il y en avait beaucoup. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est à nous aussi, comme ambassadeurs, comme sponsors de ce projet, de dire, mais comment on est capable de l'approcher autrement? Tu sais, parce que, comme Sébastien disait, on avait le mandat de notre PDG de faire ce projet, cette preuve de concept-là. Fait que c'est, honnêtement, là, le point tournant, c'est vraiment le changement de posture, de dire, OK, mais oui, un projet sous-marin,
Mais si on le faisait au contraire, si on prenait toutes les préoccupations, puis on faisait le projet autour de ces préoccupations-là. Fait que c'est là où est-ce on est allé solliciter des parties prenantes, comme par exemple le ministère de la Culture, pour dire, avez-vous le goût d'embarquer avec nous? Oui, on fait une preuve de concept, mais si on faisait un documentaire, si on faisait des capsules éducatives pour justement montrer de façon transparente et d'engendrer des conversations dans l'industrie, puis aussi les partager. Fait que on est allé voir le ministère de la Culture. Fait que c'est un peu l'idée de dénouer chacune des préoccupations puis de trouver des solutions. Fait que c'est comme ça qu'on a été capable de bâtir ce projet-là. D'écouter les gens. Oui. En fait, plutôt que de les garder à l'écart pour dire qu'ils vont ralentir le projet, c'est embarque dans le projet avec nous, puis Exactement. bien comprendre. Puis comment vous les avez intégrés, les différents acteurs? Parce on parle de l'UDA, des équipes juridiques, de la communication. Bien, je fais un pont avec ce que tu viens de dire par rapport à l'Union des artistes. Clairement, dans les premiers drapeaux, bien, OK, mais il y a des enjeux juridiques. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'Union des artistes? Fait que c'est pour ça aussi l'idée d'aller de façon transparente puis à grande échelle. Bien, on s'est dit, bien, on va aller les rencontrer. Tu sais, on va leur présenter le projet. On n'avait aucune idée quelle réaction ils allaient avoir. Mais quand on a préparé la rencontre avec l'Union des artistes, puis on s'est dit, OK, on va peut-être faire 2 scénarios différents. Comme par exemple, si on parle des voix synthèses. Est-ce on leur propose un scénario avec des voix 100% générées par l'IA et on va leur proposer un scénario qui est inspiré des voix des comédiens de la saison 1 et 2. Fait que on est arrivé avec 2 propositions. Puis, c'est en échangeant avec eux qu'on a réussi à créer un cadre, une espèce de paramètre avec lequel l'UDA était à l'aise qu'on travaille avec. Donc, on est parti de ça. On s'est créé un cadre avec l'Union des artistes, qui est une partie prenante importante de l'industrie, puis on est travaillé avec ça. Puis l'idée, c'est de revenir aussi vers eux avec des échanges. Rien ne sera parfait, mais l'idée principale, c'est les apprentissages. Puis, c'est les apprentissages. On a vraiment mis de côté, parce qu'au départ, le projet, là, on l'a parti, on disait, bien, peut-être qu'on va le diffuser, cette preuve de concept-là. Mais quand on a dit, non, on ne le diffusera pas, on y va seulement de façon, avec une approche pédagogique, bien, c'est là où est-ce que les murs ont commencé à tomber. Puis, en même temps, on s'est rapproché un peu de l'ADN de Télé-Québec. Tu sais, l'ADN de Télé-Québec a comme pour mission l'éducation. Fait qu'on s'est rapproché de notre ADN, puis c'est là où le projet a pris forme. Puis comment vous avez réussi à faire évoluer l'état d'esprit des autres membres de la direction? Parce que je présume que tout le monde n'était pas nécessairement convaincu. Sébastien est bon pour ça. Ben, en fait, c'est une bonne question. Le rôle de notre PDG là-dedans a été crucial parce qu'elle y croyait. Puis je pense que dans tout projet, s'il n'y a pas une direction claire ou une volonté claire qui est envisagée ou qui est donnée, ça peut facilement dérailler, ce qui n'était pas du tout le cas. Ce qui fait que ce qu'on a eu, c'était vraiment des questions sur c'est pas dans mes priorités, on n'a pas vraiment le temps de faire ça en ce moment, on ajoute ça dans notre. Mais il fallait trouver une façon de le faire, puis petit à petit, à force d'en parler, à force de dire OK, mais si on le fait comme ça, trouver un plan A, un plan B, un plan C. Chaque truc a été dénoué, puis là, maintenant, tout le monde est 100% derrière ça. Fait, je pense que ça a été l'écoute, mais au départ, une volonté claire de notre PDG qui disait il faut trouver une façon de le faire, c'est un projet intéressant, il faut qu'on fasse partie de la discussion, il faut que Télé-Québec joue son rôle de gens qui veulent apprendre puis qui veulent faire rayonner ces apprentissages-là. Puis l'ignorance, c'est notre pire ennemi dans cette affaire-là. Fait que, tant qu'on ne maîtrise pas puis qu'on ne sait pas, bien, on a peur, mais on ne sait pas tant pourquoi on a peur. Puis il faut tester. Fait on s'est donné comme mandat de dire on va le tester. Puis pour vrai, ça pourrait ne pas fonctionner. C'est pas ça notre KPI qui est important dans ce projet-là. L'important, c'est est-ce qu'on a appris des affaires? Est-ce qu'on est meilleur qu'on est ailleurs? Est-ce qu'on comprend ce qui arrive? Un producteur qui va nous arriver dans un an pour dire hey, j'ai un projet à vous faire en intelligence artificielle au 100%. Ah oui, OK, on sait les questions maintenant posées. On sait exactement vers où aller. Ce qui n'aurait pas été le cas il y a 6 mois de ça. Là. Donc, l'important, le KPI pour nous, c'est celui-là. Puis, je te dirais aussi là, qu'on a été fortement inspirés. Tu sais, on va dans beaucoup de conférences. Puis, à un certain moment, dans une conférence, je pense que c'est l'année passée, un certain monsieur Benjo nous disait, tu sais, c'est notre responsabilité comme leader d'industrie de
de faire des expérimentations d'IA. C'est notre responsabilité de travailler de concert avec nos industries, puis observer leurs réactions, puis de comprendre la réaction de l'industrie. Fait que c'est vraiment à travers cette inspiration-là qu'on a développé le projet. Parce que, puis ce qu'il nous dit, c'est que si nous, on ne le fait pas, bien, il y a des géants étrangers qui vont venir le faire beaucoup plus rapidement, mais sans aucune considération éthique et responsable. Tu sais, dans le fond, nous, ce qu'on souhaite, c'est ouvrir la conversation. Puis c'est de cette façon-là aussi qu'on est capable d'influencer la réglementation, qu'on est capable d'influencer nos élus politiques. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Puis c'est ça qui nous a inspiré Télé-Québec à faire ce type de projet-là. Oui, c'est vrai, effectivement, parce que dans l'état des choses actuellement, à peu près n'importe qui peut aller utiliser les outils, puis se créer une vidéo, ne pas utiliser les voies de l'UDA, puis pas faire ce travail-là que Télé-Québec fait, puis qui apporte avec le point de vue plus éducatif. On a parlé tantôt, il y a eu plusieurs craintes. On parlait de plus de préoccupations, mais j'aimerais ça vous entendre parler un peu. C'était quoi les préoccupations précisément, puis comment vous les avez mitigées, ou y a-t-il eu des apprentissages par rapport à ces... On travaille dans un domaine créatif. Puis je te dirais que la plus grande préoccupation, là, puis la première, c'était qu'est-ce qui va arriver avec nos jobs. Tu sais, mon travail, ça va-tu me voler ma job? Puis c'est ça la plus grande préoccupation des gens, hein, la réalité. Puis la réalité, c'est qu'on le voit avec les tests qu'on fait, c'est qu'on est loin encore. On n'est pas rendu à l'étape où on va enlever les humains de ça. De là, notre idée, de le prendre, puis d'embarquer les gens avec nous, puis ils le voient. Ils voient les bons côtés, ce qu'il y en a. Puis ils voient les mauvais côtés, puis ils voient, OK, c'est là les limitations du système. Donc, où est-ce que l'être humain va toujours avoir sa place au niveau de la créativité? Parce que nous, on est des créatifs. De dire qu'une machine va venir remplacer la créativité, ça va pas de soi. C'est pas logique. C'est pas une logique absolue. Là. Souvent, ce que je dis, c'est que l'humain vient discriminer ce que l'IA vient de créer. C'est vraiment l'humain qui vient juger ce que c'est bon ou non. Puis je travaille justement sur ce projet-là en particulier. Puis des fois, je me rends compte qu'en créant, disons, un scénario, je ne sais pas s'il est bon ou pas le scénario. Même s'il y a, à première vue, le scénario me semble absolument parfait. Quand je vais les montrer ou proposer le scénario aux gens de contenu, eux ont une immensité de commentaires à me donner justement sur le projet, ce qui renforce, ça vient renforcer encore plus leur position d'expert dans le domaine. Puis l'IA va juste venir les aider à aller plus vite, à itérer plus rapidement, puis à brainstormer à un certain moment. C'est ça, tu sais, le syndrome de la page blanche, d'être plus efficace, puis même d'aller plus loin dans des sphères qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. Mais oui, je reviens aussi sur ce que Sébastien vient de dire. Oui, toute la préoccupation par rapport au métier, mais aussi la préoccupation par rapport au respect des droits d'auteur. C'est ça la richesse de notre industrie. C'est nos créateurs. Il y a tout aussi les préoccupations entourant la perte de contrôle. Un autre aussi grand constat dans les préoccupations, là, parce que, tu sais, on a discuté, on a beaucoup sondé les gens, c'est toute la perte de contact avec la vraie vérité. Tu sais, dans les différents tests qu'on a faits, puis si on recule peut-être un petit peu plus loin, mais, tu sais, mettons, mettre Lotus et Cali dans un environnement près, par exemple, du Rocher Percé. Oui, oui, ça se fait. On voit, tu sais, il y a plein d'éléments qu'on repère qui sont identiques, mais même avec tous les tests qu'on faisait, mais le Rocher Percé, bien, il n'était pas percé. Fait que, tu sais, la crainte, en tout cas, de plusieurs de nos parties prenantes, c'est la perte avec la vraie vérité. Tu sais, nous, Télé-Québec, on a cette rigueur-là d'avoir des faits, d'être véridique, mais s'il y a des géants étrangers qui viennent, puis qui n'ont pas cette rigueur-là, mais c'est ça, cette crainte-là de perte avec la vraie réalité de notre culture, de notre réalité. Puis pensez-vous justement que ça va renforcer la compétitivité par rapport justement à des géants étrangers? Tu sais, si demain matin, Netflix arrive puis commence à sortir des séries sur demande générées par l'IA, si au Québec, on ne bouge pas, dans le fond, on va se faire complètement ensevelir par eux.
Non, mais tu as raison, il y a une place à prendre. Est-ce qu'il va y avoir un petit océan bleu qui va se dessiner quelque part à un moment donné? Là? Fait que c'est un peu pour ça qu'on fait le projet. Puis toi, dans tes différentes conversations, il y a plusieurs de nos employés qui disaient, mais ça se peut qu'on reçoive, nous autres, des scripts puis des scénarios qui sont complètement générés par l'IA. Ah. Mais en donnant de la visibilité au projet, mais nos équipes, même à l'interne, sont capables de capter, peuvent poser des meilleures questions, peuvent challenger les équipes ouais. On développe notre esprit critique en faisant ce type de preuve de concept-là. Oui, puis développer l'esprit critique, c'est hyper important, pas que dans votre Mm. projet, mais de manière générale, l'IA a créé du contenu, mais c'est vraiment à nous, comme humains, comme experts, d'aller valider ce contenu-là. Puis l'autre fois, j'ai sorti du contenu, j'ai fait faire une recherche par l'IA, puis il y a un certain point que j'ai lu dans la recherche que je trouvais qui n'était pas véridique, mais c'était pas l'IA qui s'était trompée, c'était la référence qui est un humain qui l'avait écrite, que l'IA s'est entraînée sur une référence qui était fausse. Puis elle m'a donné cette référence-là qui était mauvaise finalement. Fait que l'humain, je trouve sincèrement que l'humain reste vraiment important dans la boucle quand on utilise l'IA. C'est ça va être la meilleure adéquation entre l'IA, l'intelligence artificielle, et l'IH, l'intelligence humaine. C'est vraiment les gagnants vont être ceux qui vont avoir réussi la meilleure recette. Exactement. Puis on prétend pas être des leaders là-dedans. Là, tantôt, tu parlais des grosses industries qui vont investir comme les Netflix. La réalité, c'est qu'ils le font déjà. Nous, notre pari, c'est de se dire, allons apprendre pour comprendre ce qui se fait, comment ça se fait, pour être capable de faire partie puis de générer une discussion qu'il faut avoir. C'est une discussion qui est importante à avoir. Qu'est-ce qui est en fonction de nos valeurs, en fonction de qui on est comme citoyen du Québec, qu'est-ce qu'on veut avoir, là? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, jusqu'où on veut se donner le droit d'aller, mais pour ça, il faut le mesurer puis il faut le tester. Il n'y a pas de façon de le savoir si on ne l'essaye pas. On ne peut pas juste se fier sur « Ah, je me suis fait dire » ou « J'ai entendu dire que ». Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le dit, puis on le publie, puis on le montre à tout le monde qui veut le voir. Voici les résultats. C'est ça que ça donne. C'est ça les enjeux. Puis on espère que ça va faire des petits, puis qu'il y a des gens qui vont pousser ça encore plus loin. Puis est-ce qu'on va devenir compétitif? Télé-Québec ne prétend pas vouloir être un producteur. On va pas se substituer aux producteurs. On ne va pas commencer à créer. Ce n'est pas dans nos objectifs du tout. Par contre, de savoir comment ça se fait quand un producteur va se présenter devant nous, puis de comprendre les enjeux, bien, ça fait de nous un meilleur consommateur pour Meilleur partenaire aussi, oui. Partenaire avec les producteurs. Ça, c'est important. On a parlé beaucoup des apprentissages. Qui est votre KPI principal du projet? Ça a été quoi votre plus grand apprentissage jusqu'à maintenant? Clairement, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de spéculation. On est encore beaucoup dans la théorie, mais on n'a pas assez de concret. Puis le plus grand apprentissage, Sébastien disait tantôt, on est seulement à 20 du projet. On est vraiment dans le tout début. Puis déjà, aujourd'hui, 6 mois plus tard, bien, les préoccupations, là, on n'en parle même plus. Ce n'est même plus un sujet de discussion dans le projet. On est beaucoup plus dans les ajustements puis de l'apprentissage. Fait que le concret, là, nous amène à avancer. Parce que sans concret, c'est inquiétant. On a des préoccupations. Mais le concret amène vraiment une vélocité dans l'évolution. Une vélocité dans l'évolution, mais nous amène à aller plus loin. Je pense qu'on est rendu à une étape avec l'intelligence artificielle où il est trop tard pour faire de la recherche et développement, puis c'est coûteux. Donc, la meilleure façon de faire avancer ça, c'est de prendre des projets là, dans chacune des organisations. Là, ça n'a pas besoin d'être un immense projet, mais d'avoir des projets sur lesquels on se donne droit à l'erreur et à l'échec. C'est-à-dire peut-être que ça ne fonctionne pas, mais au moins, je vais avoir appris quelque chose que je vais pouvoir utiliser sur mon deuxième projet. C'est comme ça qu'on va progresser, puis tranquillement, bien, les organisations puis les compagnies vont pouvoir utiliser puis apprendre à utiliser ces outils-là de façon convenable. Moi, c'est ce que je pense. C'est ça le plus grand apprentissage, c'est-à-dire il ne faut pas attendre puis de voir que ça se fasse ailleurs. Avançons, faisons des tests, puis essayons, puis donnons-nous le droit à l'erreur. C'est comme ça qu'on avance. On a la preuve, là, c'est comme ça qu'on peut avancer, vraiment avec du concret. Exactement. Vous savez, c'est quoi mon plus grand apprentissage dans le projet? Non? Parce que je travaille dans le projet depuis le tout début. J'avais plusieurs craintes qui étaient techniques. Disons, on parlait de la synchronisation labiale. Comment je vais faire pour synchroniser une voix de synthèse qu'on aurait créée avec la bouche de Lotus et Kali? J'avais aucune idée encore comment j'allais réussir à atteindre un niveau acceptable. Puis l'apprentissage que j'ai fait, c'est que peu importe les craintes que j'ai eues techniques,
le simple fait d'attendre fait en sorte que les solutions m'apparaissent. Pas comme par magie, mais c'est que l'évolution de l'IA, je pense que l'intelligence des modèles double à tous les 6 mois. Ça veut dire que ça fait 6 mois qu'on fait le projet environ, qu'on a commencé. Entre le début et maintenant, j'ai déjà plein de préoccupations techniques qui se sont réglées que par l'évolution l'évolution technique. Puis, on en a parlé tantôt, je pense que c'était dans la conférence, l'exemple, je ne sais pas si Sébastien, tu nous parlais de l'exemple de Kali avec Oui. la... Bien, en fait, ça fait partie des apprentissages, mais au niveau du prompting qu'on faisait, on voulait que Kali, qui est un petit panda animé, on voulait qu'il rentre dans sa maison. Donc, il connaît l'histoire, il sait comment c'est, puis bizarrement, il y a un personnage qui sort de nulle part, qui a été inventé puis généré par l'intelligence artificielle, qui ne fait pas partie des personnages du tout, qui est là puis qui rentre avec Kali. C'est de voir que c'est pas simple, là. C'est pas de la magie, puis il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis c'est intéressant, puis d'essayer de comprendre pourquoi ça fait ça aussi. L'apprentissage est là-dedans. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Ben, pour nous, c'est des apprentissages. Ça, c'est un des exemples, mais il y en a plein. Il y en a plein. Ouais, j'ai adoré cet exemple-là. Je vais terminer. Merci Marc-Claude, merci Sébastien. Sincèrement, je trouve c'est un des projets que je trouve le plus un des projets très intéressants que je fais chez Vauban avec Télé-Québec. Ça vient chercher vraiment mon côté créatif. J'ai un fort côté créatif normalement. Puis j'adore travailler avec ce projet. Je trouve que justement, ça apporte des apprentissages. Ça nous permet de tester. Merci de vous être prêtés au jeu avec le podcast. C'est très apprécié. Ça nous fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Excellent. Bye tout le monde.